Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers, et je vous souhaite la bienvenue dans le 35e épisode de ce podcast où je vais vous parler de Mars, de télescopes spatial à étoiles, de sondes à réveiller et de lectures variées. Et commençons bien sûr par les vœux cosmiques. Je dirais bien que ceux des astronautes de l'ISS sont les plus classes du monde, mais je ne suis pas sûre de pouvoir dire que l'ISS fait vraiment partie du monde. Hi, I'm NASA astronaut Rick Mastracchio on board the International Space Station. I am JAXA astronaut Koichi Wakata of Expedition 38. And I'm NASA astronaut Mike Hopkins, and we'd like to wish you Happy New Year! Ensuite, ceux de Curiosity qui en profitent pour rappeler que notre 1er janvier 2014 coïncide avec son 500e jour sur le sol martien. Et enfin, à l'occasion de la 2014e révolution de notre ère autour du Soleil, le Soleil, justement, s'exprime sur la question. Je vous laisse le soin d'aller découvrir en détail son opinion sur le sujet dans le billet dédié à ce podcast sur mon blog. Mais avant d'arriver en 2014, il s'est produit un événement de taille le 19 décembre 2013. Le télescope spatial européen Gaïa, dont la mission va être entre autres de cartographier plus d'1 milliard d'étoiles de notre galaxie, la Voie lactée, a décollé de Kourou sans aucun problème. J'ai assisté à l'événement avec les gens qui ont travaillé sur ce projet à l'Observatoire de Paris, et j'en profite pour vous annoncer une nouveauté dans ce podcast. J'ai l'immense chance d'être désormais accompagnée dans mes déplacements par Anne-Sophie qui m'a concocté ce reportage que je vous laisse découvrir. On va assister au lancement de Gaïa. C'est tout là-haut, vers les étoiles. De nos partenaires bien évidemment universitaires et ça je crois que c'est... Gaïa, pierre angulaire de l'ESA, va révolutionner notre connaissance de la galaxie dans laquelle nous vivons. Parce qu'avec Gaïa, nous pourrons mesurer avec une précision inégalée, avec une précision inouïe, je devrais dire, la position, le mouvement, la composition chimique, les propriétés physiques de plus d'1 milliard d'étoiles de la Voie lactée. Difficile d'imaginer leur nombre. Des centaines de milliers d'étoiles parsèment ce ciel nocturne d'été, mais plus loin de nous, des milliards d'autres se dissimulent dans un halo de mystère. L'une des étapes fondamentales pour comprendre notre univers, c'est la connaissance de notre univers proche, c'est-à-dire notre galaxie. Mais encore faut-il cartographier les étoiles qui composent notre Voie lactée. C'est toute la mission de Gaïa, un satellite lancé par l'Agence spatiale européenne qui est capable de scanner le ciel avec une précision extraordinaire. Particulière, il est sur batterie, il est fermé, il n'a pas ses panneaux ouverts, donc tout de suite il faut déployer les panneaux, allumer les gyroscopes pour que le satellite puisse savoir dans quelle position. En général, ça passe par le biais des appels. Les agences spatiales font régulièrement des appels à idées pour des projets futurs, que ce soit l'ESA, la NASA ou le CNES. Au CNES, c'est annuel. Donc souvent, c'est un papier de quelques pages qui décrit une idée, qui dit tiens, on pourrait faire ça, ça permettrait, avec les instruments qu'on peut imaginer dans quelques années, d'atteindre telle précision, et voilà ce que ça apporterait par rapport à ce qu'on connaît déjà. Dernière minute, 3 temps pour arriver au décollage dans 54 secondes maintenant. Alors en cette heure matinale, nous allons saluer la Russie qui a pensé fabriquer ce lanceur, Baïkonour, Samara, Moscou et Saint-Pétersbourg, la Guyane, Kourou, Sinamarikaïenne et partout où on nous reçoit. Notamment en Europe, je pense au centre de l'ESA, un salut particulier aux membres du conseil de l'ESA qui nous suivent, salut également au centre du CNES, en particulier Toulouse, et au centre d'Ariane Espace, aux industriels qui ont participé au programme, à l'Observatoire de Meudon, ainsi qu'aux internautes qui sont sur arianespace.com ou encore sur europe1.fr. On fait silence, on se retrouve tout de suite après le décollage. Stop, à 0 moins 20 secondes. Largage du MAV BKM, allumage du triétage. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, décollage.
Alors nous venons d'assister au lancement de Gaïa. Ouais. Qu'as-tu ressenti? J'avais mon petit cœur qui battait très très vite au moment du décollage, c'est toujours comme ça. Et puis des lancements de fusées, mais c'est cette puissance mais de ouf qu'il faut pour décoller ce truc de la pesanteur terrestre. C'est toujours un... Enfin moi ça m'émeut tout le temps, toujours, ça m'émeut toujours autant, j'en ai vu des dizaines mais ça m'émeut. Et voilà, donc elle est dans l'espace, là, à l'heure où je vous parle. Elle n'est pas tout à fait en route, puisqu'il faut encore quelques ajustements. Mais c'est plutôt bien parti. Et c'était effectivement très bien parti, puisque tout s'est déroulé parfaitement bien. Gaïa est arrivée à bon port 1,5 million de kilomètres plus loin, au point de Lagrange 2, le 8 janvier. Il reste peut-être du champagne du lancement pour fêter ça. Classe, hein, quand même. Mais avant qu'il puisse vraiment commencer sa mission, il faudra quelques mois de tests pour être sûr que tout est ok niveau instrument. On devrait avoir les premières données mi-2014. J'ai trop hâte. Mais en attendant les premières données venues des étoiles et des confins de notre galaxie, il y a une sonde qui voyage dans l'espace depuis 10 ans, qui est en veille depuis 2 ans et demi parce qu'elle est trop loin du Soleil pour avoir de l'énergie, et qui doit se réveiller dans quelques jours, le 20 janvier précisément. Il s'agit de Rosetta, la sonde européenne qui doit étudier une comète et y poser un petit atterrisseur le 11 novembre prochain, manip très délicate qui n'a jamais été tentée dans l'histoire de l'exploration spatiale. L'Agence spatiale européenne organise donc pour l'occasion une opération sur Internet baptisée « Wake Up Rosetta » pour aider la sonde à se réveiller. Le but du jeu est d'envoyer une vidéo avec obligatoirement « Wake Up Rosetta » ou « Réveille-toi Rosetta ». Et il y a déjà des super exemples, comme ce court-métrage que vous voyez en Lego, ou ceux d'Alec. Et attention, les 10 meilleures vidéos seront envoyées dans l'espace vers la sonde, qui les recevra un peu plus tard en fonction de sa distance à la Terre. Mais mieux encore, il y a un voyage à Darmstadt à gagner, en Allemagne, pour aller assister à l'atterrissage de Philae en novembre prochain du centre de contrôle de mission. Alors si vous voulez participer, il vous reste plus beaucoup de temps, c'est jusqu'au 20 janvier sur une page Facebook dédiée, que je mettrai évidemment en lien dans le billet dédié à ce podcast sur mon blog. Rosetta, c'est en tout cas un projet européen d'1 milliard d'euros dont la mission est d'étudier la comète Churyumov-Gerasimenko pour en savoir plus sur la formation du système solaire, les comètes en étant des vestiges, des sortes de fossiles qui n'ont pas bougé depuis qu'il s'est formé. 1 milliard d'euros, ça peut sembler beaucoup, et ça l'est, puisque c'est 30% du budget annuel de l'ESA, mais j'aimerais faire un point rapide sur l'économie du spatial en 2 tweets du CNES, l'agence spatiale française. La France, c'est le 2e budget par habitant pour l'espace civil, avec 30 € par an et par habitant, juste derrière les États-Unis. En 2014, la France a consacré 2,127 milliards d'euros au spatial, contribution à l'ESA comprise. C'est en augmentation car c'est le plus élevé depuis 10 ans. Alors, j'en entends déjà hurler que c'est un scandale, qu'en période de crise on fera mieux de mettre autant d'argent ailleurs, etc., etc. C'est mal connaître le sujet. Le spatial, c'est 16 000 emplois en France déjà. Un autre chiffre qui est souvent donné, c'est que pour 1 € investi dans le spatial en France, c'est 30 € qui retombent dans l'économie française. Et c'est parce que c'est aussi bon pour l'économie que l'État ne touche pas à ce genre d'enveloppe, même en cas de crise. Et enfin, et surtout, le spatial est partout dans notre quotidien. Le GPS et la géolocalisation, par exemple, ce sont des satellites qui tournent autour de la Terre. La coque de votre iPhone 5, ça vient d'un brevet développé dans l'ISS. La météo et la surveillance des catastrophes naturelles, c'est encore des satellites. Et beaucoup des technologies de pointe utilisées dans la médecine viennent de la recherche et développement dans l'industrie du spatial, comme l'explique par exemple cette image que je vous traduis. Quand le télescope spatial Hubble a été mis en orbite en 1990, les scientifiques se sont rendus compte que son miroir présentait des défauts. Toutes les images étaient floues. Bien qu'une mission de réparation a corrigé le problème quelques années plus tard, ils ont voulu tirer le meilleur d'une mauvaise situation. Du coup, ils ont développé un logiciel pour rendre les images nettes. Alors, petit aparté, on parle des débuts des années 90. Plus tard, l'algorithme qui a été utilisé pour rendre nettes les images floues de Hubble a aidé à améliorer les images des mammographies. Donc, si vous vous demandez si la NASA doit vraiment recevoir 1 centime par dollar du budget fédéral, pensez aux survivantes du cancer du sein. Et c'est bien loin d'être le seul exemple de ce que peut apporter le spatial à la médecine. Et d'ailleurs, si vous êtes à Paris ou pas loin autour, ne manquez pas à ce sujet le mardi de l'espace du 21 janvier au Café du Pont-Neuf à Paris, intitulé « Soigner grâce à l'espace » et qui traitera justement de la médecine et du spatial. L'événement de cet épisode. Nous y voilà. Vous êtes sans doute déjà au courant, j'ai un peu monopolisé les rubriques insolites des médias divers et variés ces derniers jours, désolé.
Alors voilà, je fais partie des 1058 shortlistés pour la sélection des futurs astronautes que Mars One veut envoyer sur Mars d'ici une dizaine d'années. Vous dire que je suis contente serait un euphémisme. Je suis folle de joie et surtout plus que surprise de faire partie du 0,5% des candidats qui ont réussi le passage au second tour. On était 202 586 au départ pour 1058 maintenant, et ce nombre se réduit de jour en jour puisque nous devons désormais fournir un certificat médical pour accéder à la suite du processus de sélection. Et justement, j'en profite pour vous dire un truc. J'ai été dépassée par la médiatisation dont j'ai fait l'objet. Alors attention, je suis pas en train de me plaindre, j'ai eu l'occasion de transmettre ma passion pour le spatial et parler de mon rêve martien, et c'est carrément chouette. Mais nous sommes 1058, dont 22 en France. Donc d'abord, c'est profondément injuste pour mes 21 camarades qui ont des parcours souvent bien plus intéressants que le mien et qui ont aussi des choses passionnantes à partager. Et surtout, ce n'est jamais très sain de se focaliser sur une seule personne. Surtout qu'en ce qui me concerne, j'ai des antécédents médicaux qui pourraient me fermer définitivement la porte de cette aventure. Alors que d'autres, je le sais, ont déjà leur certificat médical, les petits vénards. Vous n'imaginez pas le nombre de messages que je reçois de personnes qui me soutiennent, qui me remercient de leur apporter un peu de rêve, qui ont ressorti grâce à moi leur vieux télescope d'enfance du fin fond d'un grenier, qui veulent déjà que je sois l'ambassadrice française sur Mars. Enfin, c'est vraiment, c'est fou. J'ai pas encore réussi à répondre à tout le monde. Je vais le faire, j'y tiens, mais il me faudra encore un petit peu de temps. Et en fait, vous n'imaginez pas à quel point ça me touche. Et c'est justement parce que ça me touche que j'ai terriblement peur de décevoir. Alors, bon, bien sûr, j'ai rien demandé, j'ai sollicité aucun journaliste, j'ai juste accepté toutes les demandes qui m'étaient faites. Mais plus j'ai été sollicitée et plus je me suis mis la pression toute seule, et j'ai vraiment peur de décevoir en n'ayant pas ce certificat médical. Il y a vraiment un risque pour que je l'ai pas, et donc ça s'arrêtera là pour moi. Alors, en attendant d'avoir la réponse, je ferai de mon mieux évidemment pour corriger tout ce qui peut être corrigé pour avoir ce certificat. Mais en attendant, s'il vous plaît, intéressez-vous aux autres candidats. Ne mettez pas trop d'espoir en moi. Et merci encore, bien sûr, pour vos messages d'encouragement et de soutien. Vraiment, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait chaud au cœur. Et donc, du coup, pour donner l'exemple, je voudrais vous présenter Jacques Ferrari. J'ai rencontré Jacques sur le plateau du Grand 8 sur D8 et c'était un vrai bonheur de ne pas être la seule candidate pour parler de Mars One. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous ? Ce qui m'a motivé, c'était je pense l'ambition du projet était assez sympa. Après, il y a quand même beaucoup de travail et beaucoup de boulot sur ce projet-là par les équipes techniques qui vont être derrière, parce qu'il y a encore plein de réglages pour lesquels on n'est pas forcément informé, et d'autres sur lesquels on est informé, et on sait qu'il manque encore pas mal de petites choses pour que ce projet puisse aboutir concrètement et correctement. Par exemple, il manque quoi ? Il manque de l'argent ? Oui, il manque du budget, c'est sûr, mais aussi en termes de moyens techniques et... il manque juste le vaisseau pour y aller. Oui, c'est ça. Il y a encore plein de choses, et quand bien même le vaisseau serait là pour qu'on puisse pouvoir pérenniser notre vie sur place. C'est pas encore forcément évident parce que c'est un peu et parce qu'au bout d'un moment, les tonnes de nourriture, là, il n'y en aura plus. Alors Jacques a 25 ans, il est voltigeur équestre en équipe de France et coach sportif de profession. Il habite à Saumur dans le Maine-et-Loire et il est en train de monter un spectacle équestre qu'il va produire. Et en plus, il est super sympa. Alors, on n'est pas très grand, certes, mais à côté d'une mise qui fait déjà 1m82 et qui rajoute 12 cm de talons, on semble carrément à 2 hobbits. Bon, n'hésitez pas à aller lire son interview sur le site français de Mars One, géré par une association, ainsi que les interviews des autres candidats, j'insiste. Et puisqu'on parle de Mars, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer les dernières images en date. Vous voyez ça ? Si, vous le voyez. Ce sont les traces de roues de Curiosity vues de l'espace. C'est génial quand même, j'adore. Les satellites la suivent littéralement à la trace. Alors par contre, du point de vue des roues, c'est tout de suite un peu moins fun. Elles commencent à fatiguer les pauvres et ça inquiète un peu les ingénieurs et les scientifiques. En tout cas, Curiosity n'est pas seulement sur Mars, elle est aussi devenue un Lego, et en l'occurrence dans mon salon. Et j'en profite pour remercier chaleureusement Jean-Baptiste qui me l'a offerte. Je n'aurai jamais assez de 12 podcasts pour le remercier encore et encore. Pour cet incroyable cadeau qui ne pouvait pas me faire plus plaisir. Il est tellement bien fait, ce Lego, en plus, c'est de la folie, c'est un vrai bonheur. Je crois qu'il est en rupture de stock et je connais pas son prix, mais en tout cas, vous serez pas déçus par le rendu si vous souhaitez vous l'offrir.
Et terminons avec un peu de lecture. Alors j'ai beaucoup aimé le manga Terraform Mars, ou en tout cas son premier tome, qui raconte l'expédition d'une équipe de hors-la-loi sur la planète Mars, dont la mission est d'éradiquer les cafards qui ont proliféré après une tentative de terraformation. Alors évidemment, rien ne se passe comme prévu. C'est mon premier manga, c'est le tout premier manga que je lis. Et j'ai Space Brothers, pour ceux qui demandent, je l'ai, j'ai juste pas commencé à le lire. Et même si Terraform Mars est un peu trop gore à mon goût, j'aime vraiment pas ça, le gore, j'ai hâte de lire la suite parce que c'était vraiment bien. De la BD, ensuite, ça s'appelle Le complexe du chimpanzé. Et s'il y a des scénaristes et des producteurs ou des réalisateurs qui m'écoutent, si vous voulez l'adapter au cinéma, je vous en conjure, laissez-moi passer une audition pour le premier rôle. Voilà, le message est passé. Faites passer. Le pitch, on est en 2035 et une capsule spatiale tombe soudain dans l'océan Indien. À l'intérieur, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. C'est un peu fâcheux parce qu'après vérification, c'est vraiment eux. Mais avant qu'on puisse comprendre comment c'est possible, pouf, on les retrouve momifiés comme s'ils étaient morts à la date où ils sont vraiment morts. Comme c'est un peu curieux tout ça, une mission lunaire est mise en place pour aller voir là-haut si on peut trouver la réponse à toutes ces bizarreries. Et c'est à la meilleure astronaute du moment, Hélène Freeman, qu'on confie cette mission. C'est dans 3 tomes, je les ai dévorés. Les dessins sont de toute beauté, des fois on dirait de la peinture, c'est vraiment mais tellement beau. Ça m'est arrivé de passer 5 minutes sur une vignette pour vraiment l'apprécier. Bon, alors par contre, j'ai été hyper déçue par la fin. On aurait dit que l'éditeur était à la bourre et qu'il a appelé le mec en disant « Eh oh, c'est bon Jojo, là, on va pas y passer 15 plombes, je veux les dernières planches pour demain. » C'est vraiment l'impression que ça donne. Enfin, vous me direz. Et enfin, Nouvelle vie et autres récits de Pierre Bordage, ce sont 5 nouvelles de science-fiction comme je les aime, et en plus c'est pas cher, parce que le livre coûte 3,80 €. Et voilà, c'est la fin de cet épisode numéro 35. Merci à tous de l'avoir suivi et bienvenue à ceux qui me rejoignent dans cette aventure. Je rappelle que vous pouvez suivre la page Facebook du blog, je suis également sur Twitter, et le plus beau cadeau que vous puissiez me faire si vous avez envie de me remercier pour ce travail que je fournis, c'est d'aller mettre plein d'étoiles sur iTunes et de m'y laisser un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et une fois n'est pas coutume, on se quitte en musique. Le reportage sur le lancement de Gaïa que vous avez vu tout à l'heure a donc été filmé et monté par Anne-Sophie Drouet, qui est caméraman et monteuse le jour et batteuse et chanteuse le reste du temps. Son nom de scène c'est Phi, l'autre moitié d'Anso, et je mettrai tous les liens sur mon blog pour aller liker sa page Facebook et aller la voir en concert. Un immense merci à elle et je vous laisse la découvrir. Prenez du temps pour être dans la lune, faites des choses qui vous mettent des étoiles dans les yeux et à très bientôt.